Bonjour à tous. Je vais vous présenter qui est la SOGEPA de manière assez rapide, quelle est la mission déléguée qu'elle a reçue du gouvernement et comment l'a-t-elle initiée jusqu'à aujourd'hui. Donc la SOGEPA, c'est un fonds d'investissement qui accompagne les initiatives de redéploiement d'entreprises portées par un projet économique crédible et durable. Elle fait également du financement. Elle fait partie de 3 outils wallons qui sont dédiés au financement des entreprises, chacun avec leurs spécificités. La SRIW s'occupe des grandes entreprises, la SOA Alpha des petites et la SOGEPA des entreprises en redéploiement et en reconversion. Et la SOGEPA est une société 100% publique, vu qu'elle appartient à la région wallonne, dont il était beaucoup question de toute cette matinée. Donc les missions, c'est un fonds d'investissement, mais elle a des missions sociétales qui sont les entreprises, l'emploi et l'économie wallonne dans son ensemble. Les métiers, donc elle fait des financements en partenariat avec des banques, elle fait des investissements dans la croissance de la sidérurgie, elle s'occupe de la reconversion de sites industriels, elle fait également d'interim management et elle a également en son sein une cellule d'analyse économique et stratégique. La reconversion d'un site industriel, pourquoi a-t-elle cette mission? Parce que c'est considéré comme un outil de relance des villes et des bassins économiques. Et elle reçoit dans ce cadre-là des missions déléguées du gouvernement. En fin 2021, elle avait un portefeuille de près de 800 hectares de friches à redéployer et elle opère ses reconversions dans le cadre de partenariats public-public et public-privé. Et elle est également actionnaire majoritaire de la société SPAC, dont il a aussi été question, qui est le bras armé de la région wallonne en termes d'assainissement de friches et de gestion de décharges. Elle fait des opérations d'interim management au niveau chief, que ce soit exécutif, opérationnel ou financier. Et elle a, comme je l'ai dit, une cellule d'analyse économique et stratégique qui fait toute une série d'analyses stratégiques et prospectives, mais en ayant les sociétés et les entreprises comme focus. Donc j'en viens à la mission déléguée que la région wallonne a obtenue le 30 avril 2020. Quel est son contexte et l'ambition du projet de reconversion? Donc il s'agit d'une mission déléguée qui a un focus sur 5 sites sidérurgiques, un en Hainaut, qui est le site de Carcite à Charleroi, qui s'étend sur une superficie de plus de 100 hectares, et 4 sites d'Arcelor dans le bassin liégeois qui s'étend, comme on l'a vu ce matin, tout autour de Liège. Et quelle est cette mission? C'est d'essayer de négocier l'acquisition et ensuite de procéder au redéveloppement de ces friches industrielles. Alors les friches, où sont-elles situées? Donc on voit qu'elles sont situées en amont de Liège, à Serein, où il y a 4 friches, toutes les 3 situées très proches de la Meuse, pour chacune une superficie d'environ 30 hectares. Et ensuite, un site en aval de Liège qui se trouve à cheval sur les communes d'Oupey et Visé, qui est le site de Chertal, qui lui à tout seul fait près de 200 hectares de surface. Et on voit bien qu'à l'époque, ces friches fonctionnaient dans un processus de filiation industrielle où ils fonctionnaient entre eux dans le cadre du processus sidérurgique. Alors, en parallèle des discussions et des négociations avec Arcelor, dont je ne peux pas vous parler pour le caractère confidentiel que ça revêt, un exercice de master plan a été initié dès l'obtention de cette mission déléguée. Comment ça s'est passé? En juillet, on a obtenu du gouvernement une validation des lignes directrices qui avaient été proposées. Le processus de sélection du prestataire a été mis en œuvre et mi-décembre, le prestataire a été sélectionné pour un début de mission en janvier, une fin de mission prévue en juillet, une période de validation pendant les congés et une présentation et une diffusion publique des résultats dès début septembre. Alors, l'équipe qui a été sélectionnée pour la réalisation de ce master plan est une équipe multidisciplinaire parce que le master plan devait coordonner une approche économique et stratégique avec une approche urbanistique. C'est pour ça
autour de l'agence Terre, qui est un bureau français que vous devez probablement bien connaître. Était associé également le bureau de consultance IDEA Consult, qui est spécialisé en études économiques stratégiques, en planification urbanistique et en programmation. Il y avait également, on va dire, un pôle environnemental qui regroupait des aspects environnement, énergie, biodiversité, mobilité. Et il y avait également un bureau d'architecture et d'urbanisme liégeois pour l'ancrage local et les aspects patrimoine et solutions architecturales qui étaient proposées sur les sites. Bien sûr, tout ça piloté par la SOGEPA et le gouvernement wallon, avec une organisation de la gouvernance. Il y avait un comité de pilotage SOGEPA gouvernement wallon qui validait les différentes étapes intermédiaires et un comité technique qui regroupait toute une série d'acteurs et de parties prenantes, dont le GRE, dont fait partie Mme Tasio qui vous a présenté les choses ce matin, dont l'ASPI dont il a été question, dont IRIGES, enfin vraiment un aperçu très large des opérateurs intervenants et qui interviendraient dans le redéveloppement de ces friches. Au niveau de la ligne du temps du master plan, donc assez classiquement, le master plan était divisé en 3 grandes étapes. Une première étape de diagnostic, une étape de co-construction et une étape de faisabilité de plan d'action qui permettait ensuite de revenir vers nous avec une feuille de route à proposer. Tout au long de ces processus, ce sont plus de 125 structures qui ont été qui ont participé et qui ont été concertées. Il y avait 34% de structures publiques et le solde de structures privées, 67% d'acteurs de l'économie, il y a des acteurs de la culture, de la gouvernance locale, de la société civile, des mobilités et de l'environnement qui ont également participé à cet exercice de co-construction. Au niveau du diagnostic, comment est-ce que ça s'est passé? Donc, vous avez chaque fois la représentation des 4 sites avec en rouge les terrains et les surfaces sur lesquelles l'étude allait porter, avec pour le site du HF6 qui se trouve en haut à gauche, en bleu, déjà certains invariants et certaines contraintes dont il fallait dès à présent tenir compte. Ensuite, ça a permis d'identifier près de 200 hectares sur lesquels de l'activité économique allait pouvoir être envisagée et être projetée, avec un potentiel de plus de 100 millions de mètres carrés constructibles. De la même manière, il y a 78 hectares, soit 26% du territoire, qui sera dédié au paysage, à la biodiversité, aux espaces verts, aux espaces publics, à la renaturation, aux gravières, mais également aux espaces publics au sens large, et 1% de ces surfaces qui seraient dédiées au patrimoine suite à un processus et une procédure bien structurée qui a été menée. Alors, le redéploiement économique des sites, il y a 2 grandes lignes de conduite qui ont été retenues dès le départ. C'est que la réindustrialisation doit intégrer la transition énergétique absolument. Et la réflexion et la stratégie à développer devaient s'inscrire dans le contexte européen et wallon. Donc, quel est le contexte européen qui a été pris en compte? C'est le Green Deal avec la neutralité carbone, le plan d'investissement et le fonds de transition énergétique. Au niveau wallon, il s'agit d'être en phase avec tous les principes de la Smart Specialization qui ont été identifiés par la Wallonie. Mais ça a permis de dégager 3 axes et une filière stratégique au niveau économique, mais également 2 activités support qui allaient être mises en avant. Au niveau des axes stratégiques, il y a l'économie circulaire. Donc, il s'agit de mettre en synergie et de mutualiser plusieurs acteurs économiques en vue d'un échange et d'une valorisation de leurs différents flux, qu'ils soient entrants ou sortants. Il s'agit, comme il en a été question aussi, d'envisager le recyclage et la récupération de toute une série
de matière pour valoriser les flux de déchets. Cela permet aussi de mettre en valeur et de développer toutes des activités d'éco-conception qui, dès l'entame et la création d'un produit, vont en faciliter son recyclage par la suite. Et donc, voilà, on parle ici aussi de la récupération des métaux rares, qui est vraiment quelque chose qui est identifié comme très porteur pour l'avenir des industries en Wallonie et en région liégeoise. Le deuxième axe stratégique, ce sont les énergies renouvelables et l'hydrogène. Donc, au niveau des énergies renouvelables et de l'hydrogène, on ne parle pas exclusivement de la production, mais de tout ce qu'il va falloir mettre en place pour favoriser la production, le stockage, la compression, les équilibrages, la gestion des réserves. Enfin, c'est un domaine où je n'y connais pas grand-chose, mais visiblement, tout est encore à inventer pour permettre justement à cette filière de se développer, d'être efficiente et de servir les différents acteurs qu'elle souhaite pouvoir servir, comme les mobilités, les symbioses industrielles et toutes ces choses qui vont pouvoir bénéficier de l'émergence de ce nouveau carburant. Il y a également les industries décarbonées et spécifiquement l'acier. Alors, comme c'était dit tout à l'heure, l'idée n'est pas de recréer de la sidérurgie telle qu'elle existait avant, mais de favoriser la création de filières décarbonées pour justement redevenir compétitifs par rapport à des aciers qui seraient produits ailleurs et qui seraient impactés par une fiscalité environnementale tenant compte de la production de CO2. Au niveau de cette industrie décarbonée, on pense que la production d'hydrogène, telle qu'elle a été évoquée juste avant, va vraiment permettre de faire émerger ces secteurs-là. Et donc, on voit que déjà, à travers l'identification des 3 axes stratégiques, on imagine beaucoup d'interactions, beaucoup d'écosystèmes, beaucoup de filiations de ces différentes pistes. Ensuite, il y a la filière bois, qui n'est pas un axe stratégique en tant que tel, mais qui est vraiment une filière qui mérite qu'on s'y attarde, parce que c'est quelque chose qui est encore très artisanal et qui devrait qu'on devrait aider à rentrer dans un processus plus industriel, comme par exemple la production de maisons en ossature blanche. On se rend compte qu'en région liégeoise ou en région wallonne, on a beaucoup de petites PME qui produisent ou qui construisent de l'ordre de 10 maisons par an. Et l'idée, ce serait d'essayer de structurer plusieurs entreprises pour qu'elles arrivent à avoir une production de l'ordre de 100, de 150, de 200 maisons par an. C'est la même chose pour tout ce qui est l'industrialisation des activités économiques que sont la transformation du bois, du tronc au pellet ou au bois d'œuvre qui permettent justement d'alimenter des filières industrielles liées au bois. Mais il y a également, éventuellement, cette filière pourrait rentrer dans des processus de symbiose industrielle en proposant une décarbonation de l'industrie. Alors, quelles sont les activités supports qui ont été identifiées à l'occasion de ces réflexions? En fait, 2 activités ont été identifiées comme étant indissociables des plans qui sont imaginés, tout en ne présentant pas une filière stratégique en tant que telle. Ce sont les industries culturelles et créatives. Je pense qu'on a suffisamment parlé du potentiel de la créativité, du tourisme industriel, de la culture, de l'importance de faire émerger toutes ces idées pour les mettre au service de tout ce qu'on imagine pouvoir et devoir redévelopper, le design et toute l'émulation que ça crée. Et donc, il faut absolument que ces activités culturelles et créatives trouvent à s'implanter dans les sites pour servir toute l'activité qu'on imagine s'y développer. Et il en est de même pour la logistique. Donc, il faut absolument que la logistique qui s'implanterait sur les 4 sites dont il est question soit un support aux activités qui s'y développent et pas une activité en tant que telle, parce qu'on a déjà l'aéroport, parce qu'on a déjà le Trilogie Port, parce qu'on a déjà
les ports de Rhénory qui sont situés à Serein, et que l'idée n'est pas d'aller refaire de la logistique pure sur les sites qui ont été identifiés, mais que cette logistique puisse vraiment venir se proposer en support aux activités industrielles qui doivent s'y développer. Parce que j'ai peut-être omis de mentionner ça. L'objectif du gouvernement par la mission déléguée qui a été confiée à la SOGEPA est de maximiser la valeur ajoutée qui serait produite sur les sites ainsi que l'emploi. Et on estime que la logistique en tant que telle n'est pas une activité qui, à elle seule, rencontre ces objectifs-là. Donc, compte tenu des invariants qui avaient été identifiés sur les sites, compte tenu des besoins exigés par les diverses activités, filières stratégiques, filières économiques et activités support qui ont été identifiées, il y a une espèce de matrice à multi-entrées qui a été réalisée pour pouvoir justement proposer de mettre la meilleure activité au meilleur endroit compte tenu des spécificités des sites. Et cet exercice nous a donné les résultats suivants. Donc à gauche, vous voyez les sites de Serein, à droite, Chertal. Et donc, on voit que sur le HF6, par exemple, on est sur de la mixité fonctionnelle avec des idéations des PME, de l'habitat, de la formation, des loisirs et des équipements de quartier. Sur le site du HFB, on est sur des activités de démonstration avec une éventuelle extension du parc d'activités scientifiques, avec des industries culturelles et créatives. Sur le site de la Coquerie, on est sur des activités plus industrielles et du transbordement, avec une concentration d'activités liées à l'économie circulaire, la transformation et le recyclage. Quant à Chertal, là on est vraiment sur de l'industrie beaucoup plus lourde, sur la production d'hydrogène, ce qu'on appelle des industries 4.0 et la filière bois. Tout ça, ce qui est intéressant, c'est de voir que pour chaque site, les fromages représentent une diversité d'activités qui sont imaginées. Et ça me permet de faire le lien avec le slide suivant, où il y a eu vraiment la volonté de changer un paradigme quant à l'implantation d'activités industrielles. On voit qu'avant, l'usine était quelque chose qui était très étalé spatialement, de manière quasi illimitée. On faisait des énormes zonings avec une monofonctionnalité, un épuisement linéaire, des utilisateurs uniques qui étaient souvent les exploitants et les propriétaires. Et donc, on voit ici que voilà, c'était la manière dont ça s'implantait. Et ça fait bien le lien avec les sites en particulier qui vous sont présentés, où c'était ArcelorMittal qui déployait son processus industriel sur l'ensemble de ces sites, en étant le seul exploitant, le seul propriétaire et le seul intervenant. Alors, on pense que l'économie de demain, c'est quelque chose de différent. Il y aurait normalement une multifonctionnalité, une compacité architecturale et une économie du sol, ce qui va inciter les gens à verticaliser et à superposer toute une série d'activités. L'idée, c'est d'essayer de créer des écosystèmes, des réseaux et de la circularité au sein de ces nouveaux espaces qu'on entend et qu'on souhaite créer. Mais également, on envisage de créer de la circularité au niveau du foncier par non plus la vente de terrain, mais plutôt la mise à disposition de droits tels que le droit de superficie, le droit d'amphithéose, qui permettrait de faire revenir ces terrains dès lors qu'ils ne sont plus exploités, dès lors qu'ils ne rencontrent plus l'objectif du pourquoi ils ont été proposés. Et donc, vous voyez sur le haut d'image les zones d'activité industrielle telles qu'elles existent aujourd'hui, telles qu'elles ont été développées depuis des années, et puis un projet parisien de multifonctionnalité qui a été développé et qui a été pris ici comme exemple. Alors, un autre point d'attention, c'est que il était souhaité que l'ambition environnementale liée au redéploiement et au redéveloppement de ces sites soit à la hauteur de l'ambition économique qui était portée par le gouvernement.
Et donc, qu'est-ce que ça induit comme principe qui a été mis en œuvre par les urbanistes et les paysagistes? C'est d'essayer de viser une économie des ressources naturelles dans le cadre du redéploiement des sites, donc essayer de minimiser l'apport de terre et de protéger les milieux existants. L'idée n'est pas de tout mettre à blanc pour essayer tant bien que mal de recréer des zones de biodiversité par la suite. Il faut vraiment essayer de les identifier dès le départ, de voir si elles ne sont pas empêchantes pour le projet qui est envisagé, et si c'est le cas, essayer de les préserver au maximum. Essayer de mettre en avant une frugalité de projets d'aménagement et des économies d'énergie. Donc il faut essayer d'optimiser les équilibres des blés remblais pour minimiser les opérations de remblaiement. Et il faut essayer de réduire les ouvrages d'infrastructures lourds pour ne garder que l'indispensable et limiter ainsi la production de CO2 par le redéveloppement de ces sites. Donc il faut minimiser également les espaces imperméabilisés, et ça va être possible entre autres par la verticalisation de toute une série d'équipements, la superposition des fonctions, mais également la création de parking silos pour éviter d'avoir d'immenses parkings imperméabilisés autour de chaque activité ou de chaque hall industriel. Et le respect de ces grands principes va permettre une économie au niveau de la santé publique, parce qu'on va produire moins de CO2 pour arriver à notre objectif, et donc l'ensemble de la société va en bénéficier. On va gagner en attractivité territoriale, parce qu'on va essayer de produire des zones d'activité économique et des zones industrielles de qualité, avec des espaces verts, avec des espaces publics, avec de la biodiversité qualitative, et surtout on va essayer de rouvrir l'ensemble de ces sites qui étaient des enclaves au sein des villes. On va les rouvrir au public, on va les rouvrir à la population. Ils vont pouvoir être traversés et ils vont participer à la vie de quartier et à la vie des villes dans lesquelles ils se trouvent. Et ce qui n'est pas non négligeable, c'est que ça va aussi permettre d'aller chercher des financements et des subsides qui ont dans leurs conditions préalables le respect de toute une série de principes. Tout ça nous amène à avoir, je vous ai juste mis des exemples de ce qu'ont produit les urbanistes, les architectes et les paysagistes en termes de propositions. Donc sur base des grands espaces qui avaient été identifiés sur les espaces devant permettre le développement économique, eh bien, il y a eu des plans d'aménagement avec une granulométrie plus fine. Il y a eu des plans de mobilité dure, hein, camions, routes, rails, bateaux, des plans de mobilité douce. Et il y a eu également des plans où on propose des circuits touristiques qui passent par les sites, parce qu'il y a eu une dimension patrimoniale que je n'ai absolument pas développée, mais l'idée est de garder une trace du passé sur chaque site. Et voilà un peu ce que ça a donné. Voilà pour Chertal, voilà pour la coquerie, voilà pour le site du HFB, et voilà pour le site du HF6, avec, je ne sais pas si vous voyez là en bas, je trouvais ça assez intéressant de montrer. On voit vraiment, c'est une coupe verticale de la vallée vers la Meuse, et on voit que le souhait était de maintenir la topographie du site, d'essayer de le mettre en valeur, de proposer un aménagement en terrasse, des belvédères, pour avoir quelque chose de différent et ne pas venir reproduire des zones d'activité économique comme le font les intercommunales, qui ont leurs avantages, mais aussi des inconvénients. Ça n'a pas d'identité, ça manque un peu de qualité.